do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of President of India. L'ancien Premier ministre de l'Inde, Indira Gandhi, était son mentor. Pranab Mukherjee exerce la présidence de la démocratie la plus peuplée au monde. Il occupe ce poste en grande partie honorifique depuis un peu plus d'1 an. Mais sa carrière politique, débutée en 1969, lui a donné une solide expérience. Il a été plusieurs fois ministre. Euronews s'est rendu au palais présidentiel de New Delhi pour rencontrer le chef de l'État à la veille de son départ pour Bruxelles, où il participera à Europalia, un événement destiné à promouvoir en Europe la diversité culturelle de l'Inde. Monsieur le Président, merci beaucoup pour votre accueil au palais présidentiel et pour votre participation à The Global Conversation. Une conversation qui, nous l'espérons, mettra en lumière les défis qui attendent l'Inde d'aujourd'hui. Vous vous apprêtez à venir en Europe au moment où à la fois l'Inde et l'Union européenne sont aux prises avec de grandes difficultés économiques. On connaît tous la crise de l'euro, mais les problèmes de l'Inde peuvent paraître étonnants. Vous êtes censé représenter l'avenir, vous êtes l'un des pays émergents que l'on appelle BRICS. Alors, que se passe-t-il? J'aimerais tout d'abord donner mon point de vue sur ce sujet en soulignant que je le connais bien parce que j'étais aux responsabilités lorsque la crise a commencé. Au déclenchement de la crise financière en 2008, j'étais à la tête du ministère des Finances et donc j'ai dû faire face à ce problème. Le PIB de l'Inde augmentait auparavant sur un rythme rapide, d'environ 9%. Mais lorsque je suis devenu ministre, j'ai constaté que pratiquement tous les 15 jours, le PIB baissait. Avec le recul, on peut dire qu'à l'époque, on ne voyait pas l'ampleur de la crise. Donc immédiatement, nous devions agir vite. Et comme la plupart des autres pays, nous avons lancé des plans de relance. Mais pour parler franchement, nous ne pouvions pas nous relever d'un tel choc. Je ne parle pas seulement de l'Inde, mais du monde entier parce que le problème se situe à la racine, où il y a justement une série d'explications. Les problèmes que subit la zone euro et que nous connaissons nous aussi, comme la plupart des pays émergents et certains pays développés également, à savoir que nos emprunts ne correspondent pas à nos ressources disponibles. Des réformes radicales étaient nécessaires. De nombreux pays européens les ont faites en prenant des risques et je les en félicite. Pensez-vous que l'Inde est sur la même voie? L'Inde a déjà commencé à agir. Mais il faut encore d'autres réformes. Oui, c'est le cas. C'est ce point que je voulais aborder. Nous devons aussi garder à l'esprit la taille de la population indienne et le développement inégal du pays. Dans la plupart des nations avancées, l'industrie manufacturière est largement développée. Mais en Inde, on ne peut pas se permettre d'avoir ce modèle. Parce que nous devons nourrir plus d'1,2 milliard de personnes. Donc, nous devons mettre l'accent sur l'agriculture. Nous devons favoriser le développement de l'Inde rurale. Mais je reconnais que dans le contexte actuel où le monde est de plus en plus intégré économiquement et où l'économie mondialisée n'est plus un rêve mais une réalité, nous devons travailler ensemble tout en tenant compte des besoins spécifiques de chaque pays. Vous parlez de coopération. L'Union européenne et l'Inde sont des partenaires stratégiques. Un accord bilatéral de libre-échange et d'investissement est en discussion depuis 2007. S'il était conclu, il aurait un impact positif sur la vie de plus d'1,8 milliard de personnes. Comment aboutir à cet accord? Bien sûr, aujourd'hui, je ne peux pas répondre ou agir directement sur cet accord. Mais ce que je dis à mes collègues du gouvernement, c'est que nous avons mené 15 rounds de négociations et que je suivrai de près la suite des événements.
Lorsque j'étais au ministère des Finances, nous nous sommes entendus sur un grand nombre de domaines. Il y avait très peu de points où nous avions des différences de point de vue. Nous devrions surmonter ces différences. Concerne-t-elle des domaines dans lesquels vous devez encore agir, par exemple sur le poids de la bureaucratie dans votre pays? Mon sentiment, c'est qu'il y a un certain nombre de domaines dans lesquels nous avons des différences de conception. Mais je ne veux pas entrer dans les détails. Ce que je veux souligner, c'est que nous devons travailler à la conclusion de cet accord et le plus tôt sera le mieux. Vous venez aussi en Europe à l'occasion d'un événement culturel, Europalia. Ce festival est une vitrine de toute la diversité des arts et de la culture indienne. Évidemment, l'Inde est la plus ancienne civilisation du monde, bien qu'en tant qu'État national, nous soyons relativement jeunes. Mais notre civilisation est la plus ancienne. Vous pensez à la civilisation Harappa? Oui, et l'ingrédient essentiel de la civilisation indienne, c'est sa pluralité. Donc, lors de ce festival auquel nous participons, on aimerait transmettre la profondeur de notre culture. Ces derniers mois, on a beaucoup parlé d'un autre sujet, les violences faites aux femmes en Inde. Les médias nous montrent-ils la situation telle qu'elle est ou leur présentation est-elle partielle? Vous savez, il faut avoir une chose en tête. Certains événements sont vraiment inquiétants, comme cet incident en décembre dernier. Je me suis exprimé de nombreuses fois pour dire que c'était un choc pour notre conscience nationale. Mais dans une mesure raisonnable, cette exposition médiatique s'explique par le fait qu'en général, les femmes indiennes n'osaient pas parler, en particulier dans les campagnes. Et ce genre d'événement n'était pas connu. Mais aujourd'hui, ces faits sont rapportés tels qu'ils ont lieu et d'une certaine façon, c'est une bonne chose. Mais cela donne une image déformée de l'Inde. Mais je peux vous assurer que, comme le montrent toutes les mesures que nous avons déjà prises ou que nous envisageons de prendre, l'un des principaux objectifs de notre croissance généralisée, c'est l'émancipation. L'émancipation des plus faibles, l'émancipation des femmes. Dans nos instances locales, plus de 3 millions d'élus participent au processus de décision. En ce moment, à l'heure où je vous parle, plus d'1 200 000 femmes sont à la tête de ces instances et y exercent leur autorité. Oui, parce que c'est la clé. On doit donner une plus grande place aux femmes, une meilleure éducation. Et ne devrait-on pas un peu rééduquer les hommes? Oui, et c'est absolument ce dont nous avons besoin. Nous devons absolument faire un effort de pédagogie, agir en matière d'éducation et créer le consensus. Et c'est pourquoi j'ai tourné la page et j'ai demandé à nos compatriotes de revoir notre sens moral. Après une décennie de calme relatif, on assiste à un regain de violence sur la ligne de contrôle entre l'Inde et le Pakistan. C'est en une des journaux actuellement. Pensez-vous que la paix sera scellée de votre vivant? En 1971, quand Indira Gandhi était Premier ministre et Ali Bhutto occupait le même poste au Pakistan, l'Inde s'est engagée à respecter un accord dit « Accord de Simla ». Et en vertu de ce texte, l'Inde a cédé tous les territoires occupés par l'armée indienne pendant la guerre. Comme l'affirment les fondements de notre politique étrangère, nous n'avons aucune ambition territoriale. Nous ne voulons pas exporter notre idéologie dans quelque pays que ce soit, et nous n'avons pas d'intérêts commerciaux. Parce que lorsque j'étais ministre des Affaires étrangères, j'avais l'habitude de dire « Je peux changer d'amis si j'en ai envie, mais je ne peux pas changer de voisin comme je veux. Je dois accepter mes voisins, où ils sont, et pour ce qu'ils sont, et que je les aime ou pas. Par conséquent, c'est à moi de décider si je veux avoir des tensions avec eux ou vivre en paix. Nous avons choisi la paix.
Mais une chose doit être claire, aucun pays ne peut mettre en péril sa propre intégrité territoriale. C'est impossible. Et le deuxième élément, c'est le terrorisme. Les activités terroristes doivent être réfrénées. Et nous ne pourrons jamais accepter le terrorisme d'État. L'Inde dit qu'il s'agit de terrorisme d'État, mais évidemment, le Pakistan affirme ne pas soutenir le terrorisme. Ce n'est pas impossible. Mais ces gens qui ne sont pas soutenus étatiquement, selon les termes employés par les Pakistanais, j'estime qu'ils ne tombent pas du ciel. Ces gens qui ne sont pas soutenus étatiquement viennent de territoires sous leur contrôle. Les Indiens sont appelés aux urnes le printemps prochain pour des élections générales. Je sais que vous ne pouvez pas parler des partis vu votre position actuelle, mais en tant que responsable politique expérimenté, pouvez-vous nous indiquer brièvement les sujets qui seront déterminants lors de ce scrutin ? Le développement économique, la croissance généralisée, le maintien de l'ordre public, la préservation de la sécurité intérieure et la protection face aux menaces extérieures. Les électeurs indiens sont pleinement conscients de leurs responsabilités et je suis plutôt confiant dans le fait qu'ils vont exercer leur droit de vote avec beaucoup de sagesse. Et d'après vous, faut-il un leader charismatique pour gagner ces élections ? Pour dire qu'un leader est charismatique ou pas, il faudrait voir si cette personne est effectivement capable de recueillir des voix, parce que le charisme est un critère pour les électeurs. Nous avons invité les internautes à nous faire part des questions qu'ils souhaitaient vous poser. Je voudrais vous soumettre celle d'un jeune Indien, Tanmay Kumar, qui étudie l'économie à New Delhi. Il vous demande si, au fil du temps, la manière de faire de la politique a changé en Inde. Chaque scrutin en Inde a fait date dans le sens qu'il a mis en avant de nouveaux leaders, de nouvelles questions. Il s'est attaqué à de nouveaux problèmes que doit affronter notre société en croissance. Pouvons-nous à présent profiter de votre expérience? Vous avez vécu toutes les périodes qu'a traversé l'Inde depuis Gandhi. Nous n'avons pas assez de temps pour une leçon d'histoire, mais dites-nous une chose. Si les pères fondateurs de l'Inde, Gandhi, Nehru, étaient là aujourd'hui, seraient-ils relativement contents de ce qu'ils verraient? Évidemment, parce que quand on est devenu indépendant, il n'y avait pas d'unité. Au moment de l'indépendance de l'Inde, on pouvait à peine fabriquer quelque chose. Mais l'industrie manufacturière que nous avons développée au fur et à mesure des années est substantielle. Moins d'un Indien sur 3 savait lire et écrire. Aujourd'hui, c'est plus de 3 sur 4. Donc il est clair que dans certains domaines, les pères fondateurs auraient de quoi être satisfaits. Mais en même temps, ils ne seraient pas satisfaits parce que nous devons encore atteindre de nouveaux sommets. Avez-vous des regrets? Non. Et y a-t-il quelque chose qui vous empêche de dormir? J'aimerais voir l'Inde occuper la place qui lui revient au sein de la communauté internationale en tant que nation qui fait partie des pays développés les plus prospères, qui œuvrent pour le respect des droits de l'homme et pour un progrès dont chacun puisse bénéficier. Tout cela, c'est la maxime de notre société. Which is the old maxim of our society.